Alors, chers amis, chers confrères, chères consoeurs, je tiens tout d'abord à remercier le bureau de la SMCC, professeur Chpraoui, en l'occurrence, cher maître, grand merci de m'avoir fait participer à cette session. Session très intéressante et je vous remercie tous pour votre présence parce qu'en fin de compte, c'est le dernier symposium et la salle est remplie. Donc, je vous remercie pour votre présence. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de répondre à certaines questions et de partager avec vous notre expérience, parce que c'est ça ce qui est le plus important, de pouvoir comprendre pour pouvoir interpréter. Et donc, je ne reviens pas sur ce qui a été dit. La maladie Covid-19 est une pandémie mondiale, c'est une maladie virale causée par le SARS-CoV-2. Les données de l'OMS, professeur Filali les a présentées, professeur Sfar aussi, ça circule toujours. Moi, j'ai eu les données de 18 septembre. Donc, au Maroc, le nombre de cas, c'est 1,26 million depuis la première déclaration. Le nombre de décès étant de 16 000 et 1,3% de mortalité. Ça paraît peu, mais quand on sait le nombre de patients infectés, le nombre de patients hospitalisés qu'on devait prendre en charge, c'est beaucoup. 1,3%, c'est peu, mais quand on voit l'impact, c'est énorme. Alors, c'est un fardeau sanitaire parce qu'il a demandé des ressources humaines, des ressources matérielles. Donc, on était tous avec la peur au ventre qu'on ne soit pas à la hauteur, qu'on manque de matériel de protection, qu'on manque de réactifs, parce qu'il y avait le confinement. Et donc, est-ce qu'on aura assez de réactifs de ferritine? On aurait assez de CRP? Donc ça on l'a vécu vraiment difficilement. Maladie bénigne, la majorité des cas, dans la mesure où sur 80% des patients, ça se passait très bien, juste une infection pulmonaire, mais sur les 15% des patients infectés, ça va être une maladie sévère, et sur les 15 patients sévères, 5% de mortalité. Et c'est donc l'impact d'une prise en charge précoce, éviter la sévérité, éviter d'avoir des lits de réanimation, parce que c'est ça le véritable indicateur pertinent, éviter d'arriver jusqu'à l'arrêt. Et donc c'est là où la biologie a pris toute sa place. Dans le diagnostic positif, et c'est le diagnostic virologique, moi je vais plus voir, on va essayer de voir ensemble les biomarqueurs qui étaient reliés à la sévérité pour essayer d'aider le clinicien dans son défi de savoir que faire. Est-ce que j'hospitalise, je n'hospitalise pas? Quels sont les critères? Professeur Filali a parlé des différents protocoles. Alors, ces protocoles, il y a toujours la biologie avec. Donc, les questions posées. Moi, j'ai commencé par poser les questions. Alors, quels sont les marqueurs qui sont perturbés au cours de la Covid-19? Il y a une panoplie de marqueurs qui sont perturbés, on va les voir. Et parmi ces marqueurs, quels sont les plus pertinents? Parce qu'ils peuvent être perturbés, mais ils ne sont pas pertinents. Et au niveau des paramètres qui sont pertinents, qui sont les règles de bonne prescription, et là je suis dans ma fonction de biologiste médical, d'aide à la prescription, à la juste prescription. Chez qui prescrire? Tout le monde ou les patients ayant des facteurs de risque? Et quels sont ces facteurs de risque? Quand les prescrire? Au tout début, lorsque je fais un test et je suis positif, ou bien j'attends? Quel seuil pour les interpréter? Est-ce que 99e percentile, 95e, ou bien en fonction des courbes ROC? Quelle fréquence de prescription? Est-ce que je prescris chaque jour avec la peur que mon patient va s'aggraver? Donc, pour essayer de répondre à ces questions, la méthodologie que j'ai utilisée est la suivante. Je fais une recherche bibliographique, comme on aime toujours faire, avec les bases, j'allais dire, les moteurs de recherche qui sont solides, PubMed, Scopus en l'occurrence. Et comme mot-clé, Covid-19, biomarqueur, orage cytokinique, facteur de prédiction du risque. Et regardez, rien que sur la base PubMed, j'ai trouvé 5640 résultats, études en anglais bien sûr. Et donc c'est pour vous dire que ce n'est pas les données qui manquent, mais la problématique c'est que vous prenez la majorité de ces articles et à la fin vous allez trouver des limites à ces études, parce que ce sont tous des études, la majorité étaient des études rétrospectives avec la limite des études rétrospectives. La principale limite c'est la difficulté d'appréciation de l'impact clinique, même s'il y a une signification statistique, mais il n'y a pas d'impact clinique derrière, on n'a pas encore initialement d'impact clinique. Deuxièmement, même si c'est des méta-analyses, les méta-analyses qui ont été publiées, méta-analyses qui sont caractérisées par une hétérogénéité au niveau de la population, ce qui diminue la force des méta-analyses. Ces méta-analyses ont été aussi impactées par le défaut d'ajustement des facteurs de risque, parce qu'initialement, on ne connaissait pas tous les facteurs de risque. Donc, pour vous dire que ça explique qu'on n'a pas de recommandation, j'allais dire un panel strict, voilà, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. Donc, on découvre au fur et à mesure de l'évolution des choses. Donc, pour essayer de
de répondre à cette problématique. Donc, je vais vous présenter ce qu'on sait et je vais vous présenter notre expérience personnelle à travers 2 publications, 2 travaux faits par des résidents. Le professeur Spar a salué l'apport des résidents. Je le salue aussi parce que vraiment, ils nous ont été d'un grand apport. Donc, pour savoir quels biomarqueurs prescrire, il faut comprendre la physiopathologie. Alors, je ne vous cache pas, c'est très intéressant, mais j'ai voulu respecter le temps, donc je vais vous donner juste les éléments clés de la physiopathologie pour comprendre pourquoi on prescrit et qu'est-ce qu'on doit prescrire. Alors, le début, c'est l'infection, la fixation du virus sur un récepteur, et un récepteur bien particulier, le récepteur ACE2, enzyme de conversion de l'angiotensinogène type 2. Alors ce récepteur, il est ubiquitaire, il se trouve sur toutes les cellules, du tube digestif jusqu'au foie, cœur, partout, ce qui explique la grande difficulté et la maladie systémique lorsqu'elle est grave. Et donc, désolé si le schéma est petit, je voulais faire plus simple. Et donc cet ACE2, cette enzyme de conversion de l'angiotensinogène, il a un intérêt physiologique dans toutes les cellules, c'est de contrebalancer l'ACE. Et donc on a toujours, vous voyez le schéma d'en haut, on a toujours un équilibre physiologique entre ACE2 et ACE, et tout déséquilibre de cet ACE2-ACE fait que je vais avoir une augmentation de l'angiotensine 2 avec une libération des interleukines 6 et des chimiokines et des facteurs de thrombose et des facteurs de coagulation. Et c'est ce qui arrive lorsque la cellule est infectée. Le virus se fixe sur l'ACE2, pénétration du virus à l'intérieur, l'ACE2 diminue, et donc l'ACE va augmenter, l'angiotensine 2 va augmenter, la vasoconstriction, la libération de cytokines, la libération de facteurs de coagulation. En clair et en résumé, toute cellule est une bouteille à gaz capable d'exploser à tout moment. Donc le virus pénètre, et puis réplication virale, libération, contamination des autres cellules, et je vais avoir le déclenchement de la réponse immunitaire, heureusement, qui va essayer d'éteindre le feu, on va dire. Et c'est une réponse immunitaire innée et adaptative acquise. Et cette réponse immunitaire, grâce à l'intervention de toutes les cellules qu'on connaît, les macrophages, les lymphocytes, etc., va essayer de contrecarrer l'infection et de produire des cytokines et de chimiokines inflammatoires pour essayer de limiter l'infection et de faire évoluer les choses dans le bon sens. Alors c'est en fonction de la qualité de la réponse immunologique. Si elle est orchestrée, c'est une maladie bénigne, infection pulmonaire, tout va rentrer dans l'ordre dans une petite semaine. Si la réponse immunitaire est désorganisée, importante, à ce moment-là vont commencer les problèmes et va commencer la sévérité de la maladie et on va avoir les maladies sévères et les maladies critiques. Alors, en fin de compte, cette évolution, si je veux la voir du point de vue biologique, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que soit que la réponse elle est correcte avec une réponse cellulaire adaptée, avec une libération de cytokines adaptée et la RAS, survie, soit je vais avoir une lymphopénie, une thrombopénie liée à la toxicité virale et un orage cytokinique, et à ce moment-là, ça va être le mauvais pronostic. Et dans les cas les plus pires, ça va être le décès. Donc, en fin de compte, ça revient à dire que je vais avoir des marqueurs hématologiques que je vais suivre. Ça revient à dire que je vais avoir des marqueurs inflammatoires que je vais suivre. Et ça revient à voir que je vais avoir une défaillance d'organes, parce que le terme final, c'est une défaillance multisystémique d'organes, avec, dans un contexte d'orage cytokinique, hyperinflammation. Deuxièmement, des thromboses, CIVD. Troisièmement, défaillance de tous les organes et le décès. Et donc, les paramètres, ces défaillances d'organes, vous allez voir, j'ai essayé de les limiter aux 4 organes nobles, le poumon, le cœur, le foie et le rein. Et toujours, c'est la même histoire, c'est une toxicité virale directe, c'est une libération de cytokines, c'est une thrombose et c'est une hypoxie dans les cas les plus sévères avec un syndrome de détresse respiratoire aiguë qui fait la gravité de cette maladie Covid. Bien sûr, le pronostic il est beaucoup plus sévère si j'ai des maladies préexistantes, cardiovasculaires, hépatiques et rénales. Alors, quel est le biomarqueur idéal?
Le biomarqueur idéal, c'est celui qui va avoir une valeur ajoutée sur la prise en charge, parce qu'on ne dose pas un biomarqueur juste pour le doser, pour en faire quelque chose. Et là, je pense que c'est la principale information si on doit en retenir une. Donc, c'est un marqueur qui a une cinétique rapide, c'est un marqueur sensible, spécifique, tout le monde sait, une corrélation avec la gravité, une corrélation avec la réponse thérapeutique et surtout la faisabilité, c'est-à-dire un paramètre que je dose facilement, avec un coût abordable. On est dans un pays quand même avec un niveau socio-économique, il y a des priorités, donc on ne va pas s'amuser à demander des paramètres qui sont hyper chers pour voir ce que ça va donner. Alors, je vais commencer par les biomarqueurs de l'inflammation. Donc là, je vais voir les marqueurs biochimiques, les marqueurs utilisés en pratique courante. Je ne vais pas utiliser les nouveaux marqueurs, ni voir les marqueurs hématologiques. Donc, nos marqueurs biochimiques. On va commencer par les marqueurs de l'inflammation. Et pour chacun de ces groupes, on va poser la question de la pertinence clinique, des valeurs seuil et des fréquences de prescription. Alors, c'est des méta-analyses qui ont démontré qu'une grande corrélation des marqueurs inflammatoires avec la sévérité. Et vous voyez que là, c'est les paramètres de l'inflammation qui nous intéressent, CRP, procalcitonine, interleukine 6 et ferritine, avec une signification statistique, avec un p-value qui est intéressant. Et vous voyez, avec l'hétérogénéité des résultats, tous les paramètres sont significatifs, corrélés statistiquement significatifs avec la sévérité, sauf la ferritine qui a perdu sa signification de corrélation avec la sévérité, je dis bien. Par contre, la même méta-analyse, corrélation avec la mortalité. Et cette fois-ci, même avec le degré d'hétérogénéité des études, il y a une signification statistiquement significative, CRP, procalcitonine, interleukine 6 et ferritine, les 4 paramètres. Maintenant, on va essayer de voir chacun de ces paramètres rapidement et je vais commencer par un paramètre qui a fait couler beaucoup d'encre, l'interleukine 6. Alors, l'interleukine 6, c'est une cytokine multifonctionnelle et c'est elle qui va moduler la production d'anticorps et qui va moduler la production de cytokines, des autres cytokines, et elle va moduler aussi la production des protéines de la phase aiguë de l'inflammation. Donc, c'est le graphique qu'on connaît tous, la cinétique. L'interleukine 6, c'est la première cytokine qui va apparaître. Alors, toutes les études ont démontré une grande hétérogénéité, elle est corrélée à la sévérité et à la mortalité, mais une très grande variété des cut-offs en fonction des études. Ça peut aller du 23 jusqu'à 163 pour une valeur de référence inférieure à 7 picogrammes par millilitre. Message, plus c'est bas, mieux c'est. Donc, c'est ça ce qui est à retenir. Alors, maintenant, pour l'intérêt. Alors, l'intérêt, beaucoup de controverses. Beaucoup de controverses dans la mesure où certains disaient que je dose l'interleukine 6. Après la discussion, on peut revenir à notre petite expérience personnelle. On va doser parce qu'il y a une prédiction pour instaurer le traitement anti-interleukine 6. Il y a d'autres qui vous disent que c'est un marqueur de sévérité. La majorité des études sérieuses s'accordent au fait que c'est un marqueur qui n'est pas pertinent en pratique quotidienne, de routine, parce qu'il est coûteux, parce que je peux faire la même chose avec des paramètres moins chers, CRP, plus ou moins procalcitonine, et on va voir pourquoi je dis plus ou moins procalcitonine, et qu'il faut garder le dosage de l'interleukine 6 pour les projets de recherche concernant les nouveaux traitements. Alors, le marqueur qu'on utilise le plus, c'est la CRP, protéine aiguë de la phase de l'inflammation, stimulus qui augmente 6 heures après l'infection, donc un peu de temps après l'interleukine 6, et surtout, on a une diminution exponentielle après l'arrêt du stimulus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux le doser précocement. Lorsque le stimulus va disparaître, je vais avoir un renseignement sur l'efficacité thérapeutique. Et ça, c'est très, très, très important. Il se normalise en 3 à 7 jours. Et cette cinétique va m'expliquer aussi la fréquence de prescription. Je ne vais pas demander 2 fois par jour la CRP. Donc, je la demande 2-3 fois par jour, tous les 2 à 3 jours, en fonction de l'évolution, bien sûr, sauf s'il y a aggravation du tableau clinique. L'hétérogénéité des valeurs seuil, c'est pareil. On retrouve des valeurs seuil très hétérogènes en fonction de la sévérité et en fonction de la mortalité. Troisième paramètre, c'est la procalcitonine. Alors, la procalcitonine, c'est un marqueur, vous le savez tous, ce n'est pas un marqueur d'infection virale, au contraire, elle est négative pendant les infections virales, mais c'est plus, on va la doser, parce que c'est un marqueur de co-infection ou de surinfection bactérienne pendant la maladie Covid. Et c'est ça ce qui fait son intérêt. Avec, chez le sujet sain, une valeur de réponse qui est complètement effondrée, inférieure à 0,02. Donc, elle va me servir dans ces cas-là, et à ce moment-là, je peux instaurer une antibiothérapie en fonction probabiliste en attendant les résultats microbiologiques, et je vais la suivre pour arrêter une antibiothérapie au lieu d'utiliser une durée d'antibiothérapie qui est très importante. Alors, de point de vue cinétique, c'est une
cytokine qui va augmenter 3 heures si stimulée, c'est-à-dire elle se situe entre l'interleukine 6 et la CRP. Elle est plus précoce que la CRP. Et elle va diminuer de façon exponentielle après arrêt du stimulus, donc ça va me servir pour le suivi du traitement. Et le retour se fait de façon plus précoce que la CRP. Donc, in fine, procalcitonine plus précoce si infection bactérienne, et elle va diminuer rapidement, elle va me renseigner sur l'évolution. Alors, fréquence de prescription en raison de la demi-vie, c'est 1 à 2 jours. Question de valeur seuil. Regardez, les valeurs seuil, c'est très variable. Alors, oublions la fameuse inférieure entre 0,5, inférieure à 0,5, 0,5 à 2, 2 à 10, supérieure à 10. Là, regardez la sévérité. Je peux avoir des concentrations inférieures à 0,5. Et un taux de mortalité pour des procalcitonines de 2,5, 10, 20. Donc, c'est des procalcitonines qui sont peu élevées, mais elles sont corrélées à la sévérité de l'évolution. Ferritine. Cette ferritine, on la connaît parce que ces variations physiopathologiques, c'est une protéine positive de l'inflammation, mais on ne suit rarement en pratique quotidienne un dosage de ferritine au niveau d'une infection ou d'une maladie inflammatoire. On l'utilise plus dans le métabolisme du fer pour savoir est-ce qu'on a des hémochromatoses ou une carence martiale. Alors, avec le Covid, on a compris une chose, que la ferritine n'est pas un simple spectateur, une spectatrice. C'est un élément, elle est actrice de l'orage cytokinique par ses effets pro-inflammatoires et ses effets sur la dysrégulation immunitaire. Et ce qui explique que tous on est passé par là, les biochimistes en tout cas, avec des concentrations exponentielles de ferritine supérieures à 2000, et les cliniciens étaient là pour nous demander, faites-nous des dilutions, on veut savoir exactement la valeur. Sincèrement, je peux revenir par la suite. À un certain moment, nous, à l'hôpital, service de biochimie, on a dit, on arrête, on ne va pas faire de dilution et on assume. Parce que les réanimateurs étaient là, chaque jour, vous me faites ferritine et je veux savoir le taux. Ça veut dire que c'est des dilutions 2 fois 3 fois, c'est un coût et je suis en train de gérer un stock de réactifs de crise. Je ne sais pas, est-ce que demain, lorsque j'aurai un patient pour lequel j'ai besoin de ferritine, je ne vais pas pouvoir répondre à la demande. Et c'est ça ce qui était notre hantise. Donc c'était une période un peu difficile avec les réanimateurs, mais à la fin, on a trouvé le terrain d'entente. Alors, hyperferritinémie importante et actuellement, la COVID-19 maladie est classée comme nouveau membre du syndrome des hyperferritinémies au même titre que la maladie de Steele, que le syndrome d'activation macrophagique, que le choc septique et les autres. Donc, des taux hyper importants, supérieurs à 2000. Et vous voyez la différence en bleu, c'est la courbe de survie des patients qui ont survécu, et en rouge, vous voyez l'augmentation exponentielle chez les patients décédés. Alors, autre chose très intéressante, la demi-vie de la ferritine, c'est de 8 jours. Alors, oubliez de suivre la ferritine pour voir est-ce que le patient va mieux. On ne fait pas sortir le patient de l'hôpital parce que la ferritine est encore élevée. Elle le restera. C'est le dernier paramètre à se normaliser vu sa demi-vie. C'est sa nature qui est comme ça, donc vous ne pouvez pas attendre sa normalisation. On va voir au niveau de notre expérience, on va revenir plus sur cette chose-là. Donc là, on a vu les paramètres de l'inflammation. On va voir les biomarqueurs de lésions d'organes. Et ça, c'est hyper important. On va commencer par le LDH. La LDH, une enzyme qui est prescrite de façon, j'allais dire, presque systématique. Et à la différence de ce qu'on peut penser, ce n'est pas uniquement une enzyme qui va être renseignée sur la pathologie hépatique ou la pathologie musculaire. La LDH, c'est une enzyme qui intervient dans le métabolisme, dans la glycolyse anaérobique. Ça veut dire que c'est un témoin d'hypoxie cellulaire et de souffrance cellulaire. Et c'est pour ça qu'elle est tout le temps augmentée chez les patients Covid, et on va la rencontrer dans 40 à 80% des patients. Bien sûr, plus c'est élevé, mieux, mauvais est le pronostic. Autre paramètre, la troponine HS en tant que marqueur de l'atteinte cardiaque. Alors, l'atteinte cardiaque, elle est fréquente au cours du Covid-19, mais ce n'est pas le syndrome coronarien aigu en premier lieu. C'est essentiellement une lyse des cellules cardiaques. Et l'utilisation de la troponine HS, en raison de sa sensibilité au détriment de la spécificité, on assiste à un changement de la dogme pour la troponine HS. Parce qu'une augmentation de la troponine HS n'est pas égale syndrome coronarien aigu. Et là, au niveau des indications, il y a des contradictions, j'allais dire, caricaturales entre les sociétés savantes, en l'occurrence le Collège américain de cardiologie et le Collège européen de cardiologie, qui vous disent que
il ne faut jamais prescrire la troponine HS, sauf si vous suspectez cliniquement, et je dis bien cliniquement, un infarctus du myocarde de type 1, et qu'aucune intervention thérapeutique sur la base de la troponine HS comme marqueur pronostique. Autrement dit, vous ne prescrivez que lorsque vous suspectez un infarctus du myocarde de type 1. Pourquoi? Parce qu'une troponine HS, on a perdu au niveau de la sensibilité, et donc on va avoir des petites augmentations, et à la fin, on va avoir une... parce que qui dit positif, ça veut dire que je vais faire une coronaro, je vais appeler le cardiologue, avec un risque d'infection du personnel. Donc là, ce sont des petites élévations, et il ne faut pas le faire que lorsque c'est pertinent. Alors que les méta-analyses vous disent l'inverse. Ils vous disent qu'elle a un intérêt pronostique, parce que je fais un dosage à l'admission, et si c'est élevé, à ce moment-là, je vais faire une cinétique, et plus c'est élevé, plus c'est mauvais pronostic. Alors, qui suivre? Alors, regardez, là, j'ai trouvé une étude très intéressante qui a fait le profil de survie. Je vais essayer d'aller plus vite, parce que le temps... Est-ce que je peux avoir encore 5 minutes, Monsieur le Président? Monsieur le Président, est-ce que je peux, Madame la modératrice, 5 minutes? Merci beaucoup. Et donc, une étude qui a redéfini les valeurs seuil en fonction de la mortalité. Là, vous avez pourcentage de survie. Et regardez la courbe en bleu. Ça, c'est supérieur à la limite normale supérieure. Donc, on a une survie, on a un taux de survie qui diminue. Cette étude vous dit que si j'utilise un cut-off de 50% à la limite normale supérieure, je vais avoir entre la limite supérieure et 50% un risque ratio de 8 fois pour faire un mauvais pronostic. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la limite normale supérieure, plus c'est bas, mieux c'est, même si c'est très bas. Et là, ça regroupe ce qu'on appelle actuellement troponine risque. Donc, c'est pour ça que c'est très mitigé, c'est très discuté, la place de cette troponine HS en cas de non-présence de syndrome coronarien aigu. La même chose pour le NT-proBNP ou le BNP, marqueur d'insuffisance cardiaque, et là, la même discordance. Entre les sociétés savantes, je ne fais que lorsque je suspecte cliniquement une insuffisance cardiaque, et ce n'est pas un marqueur pronostic. Et les méta-analyses disent l'inverse. Faites le dosage à T0, et après vous suivez, c'est en rapport avec la mortalité. Donc là, c'est la même étude. Donc maintenant, on va à l'atteinte hépatique. Alors l'atteinte hépatique, dans le Covid, ce n'est pas les grandes concentrations comme les activités enzymatiques qui dépassent les 100 et les 200. C'est des petites augmentations entre la limite normale supérieure et 3 fois la limite normale supérieure. Et on voit très bien que plus la concentration augmente azat-alat, plus la mortalité augmente. Et ce qui est extraordinaire, à la différence de ce qu'on peut s'attendre, ce n'est pas la LAT qui a le risque ratio le plus élevé. Ce qui a le risque ratio le plus élevé, c'est l'azat. Et ça paraît contradictoire un peu, mais en fait, c'est non, parce que l'azat, au niveau de la Covid-19, on a des souffrances musculaires, on a de la souffrance cardiaque, et ce qui explique la valeur plus importante d'élévation de l'azat par rapport à la LAT. Donc, en premier temps, je vais avoir les transaminases qui augmentent, puis je vais avoir les facteurs de cholestase, parce qu'il y a une petite stéatose qui va s'installer, et je vais avoir les PAL et gamma-GT, ainsi que la bilirubine totale, avec des risques ratios qui sont importants, et plus j'augmente, plus le risque est important de l'atteinte hépatique. Dernier organe que je vais traiter, c'est le rein. La COVID-19 donne une nécrose tubulaire et endothéliale, avec un risque d'insuffisance rénale aiguë, mortelle. Et donc, la prise en charge, la reconnaissance doit être précoce parce que je peux sauver encore le rein et parce que cette insuffisance rénale aiguë, soit elle va être mortelle, soit je vais perdre la fonction rénale. Et même si je récupère le patient, ça va être une insuffisance rénale chronique par la suite. Et donc, la définition de l'insuffisance rénale aiguë, c'est la dernière définition du CADIGO 2012 qui vous dit insuffisance rénale aiguë, c'est 3 stades, en fonction de la diurèse et de la créatinine sanguine. Mais la créatinine sanguine, ça y est, j'ai perdu la fonction. Et donc, l'intérêt d'un nouveau paramètre, c'est un paramètre relativement ancien, la cystatine C, qui est un marqueur de sévérité, et ça a été démontré que cette créatinine, cette cystatine C, elle est beaucoup plus précoce avant le stade lésion. C'est-à-dire que je suis encore au stade de lésion, de perte de fonction non irréversible. Je peux agir. Et donc, au lieu de faire la créatinine, on peut faire la cystatine C, mais de point de vue pratique, c'est vrai que le dosage est disponible, mais ça, on le sait a posteriori. Nécrose tubulaire, donc les biomarqueurs tubulaires avec
le paramètre le plus simple, la protéinurie, plus la protéinurie élevée. En général, ce n'est pas la protéinurie glomérulaire, mais c'est plus la protéinurie tubulaire. Et là, ce travail, c'est 0,9 g par gramme de créatinine urinaire. D'autres travaux, c'est le 0,5 g par gramme. Donc les valeurs seuil varient. Il y a des KIM, les nouveaux marqueurs des protéines tubulaires, KIM urinaire et NGAL, avec des seuils correspondants. Et la combinaison de tous ces marqueurs s'est révélée aussi intéressante. Il y a aussi, plus simple, l'hématurie et la densité urinaire qui ont un impact qui est très important pour la surveillance et le dépistage précoce de l'insuffisance rénale aiguë. Alors, là, il y a des modèles prédictifs qui sont hyper intéressants dans la mesure où ils ont combiné les scores cliniques et les scores biologiques. Les scores cliniques avec le score SOFA, le score APH2 et l'ensemble des paramètres qu'on vient de voir, les marqueurs de l'inflammation et les marqueurs d'atteinte d'organes. Et là, on atteint, avec ce modèle combiné, un R sous la courbe de 0,95 avec un petit p inférieur à 0,01. C'est pour dire, en fin de compte, que ce n'est pas un paramètre, c'est la clinique et la biologie. Et ce n'est pas la CRP ou la ferritine. Et je terminerai par notre expérience modeste avec 2 travaux qui ont été réalisés par 2 résidents actuellement spécialistes qui ont réussi leur concours de spécialité. Et donc le premier travail a été fait en collaboration avec le Centre de maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital militaire Mohamed V et le service de réanimation. Et je rends hommage au résident parce que c'est un travail colossal, docteur Mehdi El-Wadani, qui a fait ce travail. Alors ce travail était en mai 2020, octobre 2020, première vague Covid Maroc. Je passe rapidement. Regardez, on a 300 patients, une prédominance du sexe masculin, très discutée, en raison peut-être des oestrogènes qui protègent les femmes, la prédominance des ACE, donc vraiment c'est de la physiopathologie et c'est des facteurs prédictifs. L'âge, regardez, c'est jeune avec l'absence de facteurs de risque, dans 95% des cas, absence de facteurs de risque. Alors là, je vous rappelle je vous situe dans le contexte, première vague, à l'hôpital, on est hospitalisé, on est un hôpital militaire, donc à chaque fois qu'on a un cas positif dans une caserne, tout le monde était hospitalisé, pour confiner, parce que là c'est le tout début, on ne savait pas quoi faire, on avait peur parce que des casernes militaires c'est pas facile. Donc tout le monde était ramené et on faisait les bilans. Et ce qui expliquait qu'à un certain moment les gardes c'était vraiment, invivable. C'est un nombre de tubes extraordinaires. Comment gérer les tubes, le risque de contamination, faut-il décontaminer, est-ce qu'il fallait mettre les masques? Donc tout ça, c'était un stress. Maintenant, on reçoit un tube Covid, ça passe comme un tube normal, mais ce n'est pas ce qu'on avait vécu initialement. Alors les comorbidités, les sévères, c'était 38%, et on avait 21% de mortalité, et là, en réanimation. Je dis bien en réanimation. Donc là, c'est le pourcentage retrouvé dans la majorité des études, 21%. Alors les biomarqueurs en relation avec la sévérité, c'est ce qu'on avait trouvé. Les marqueurs inflammatoires, procalcitonine, CRP, LDH et les transaminases, avec une statistiquement très significative, ainsi que la mortalité, avec la procalcitonine, la CRP, LDH, transaminase et bilirubine. Alors, quand on a vu ces résultats, tout le monde était d'accord, c'est logique. Mais ce qui nous a dérangé, parce qu'on ne savait pas le problème de la ferritine. La ferritine, problématique, et donc on a essayé de faire un deuxième travail. Et je terminerai là-dessus. Et c'est un travail qui a été fait, donc je rends hommage à la résidente, Dunia Mourji, qui a fait un travail entre première et deuxième vague, avec 1310 patients marocains. Tous ces travaux ont été publiés, acceptés pour publication, celui-là, il a été publié. Alors, je reviens, c'est les mêmes caractères cliniques et démographiques que tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant au niveau de ce travail, regardez, donc on confirme que c'est un facteur de pronostic, donc là, significatif. Et là, l'avantage, c'est qu'on a fait les cinétiques de la ferritine en intervalle de temps chez 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14. Et on voit que la ferritine reste élevée, et elle est très élevée chez les patients qui en sont décédés. Donc, même chez les survivants, regardez les valeurs qui sont restées très élevées. Et comme cutoff qu'on a trouvé, nous, dans notre étude, c'est 800, c'est un cutoff qui est retrouvé aussi par d'autres études. Donc, in fine, et je vous remercie pour votre patience, la juste prescription, c'est quoi? C'est une prescription pertinente en fonction de l'état clinique et du jugement du clinicien. On a un patient, le clinicien,
professeur Marham Filali peut me contredire, je ne pense pas, mais on a un patient, on voit l'état clinique du patient. Et ce n'est pas un panel. Oublions, s'il vous plaît, pour les médecins, je ne sais pas, est-ce qu'on a, avec le panel imprimé, patient, le même bilan pour tout le monde, que ça, on n'attend même pas la CRP, ferritine, procalcitonique, tout ce que vous voulez. C'est pas de la biologie, c'est pas de la médecine en fin de compte. À quel moment je prescris, c'est en fonction de la connaissance de la physiopathologie de la maladie. Quels biomarqueurs, ceux qui sont reliés avec la sévérité, avec le pronostic, mais avec un impact thérapeutique, sur quoi je peux agir. Je ne vais pas chercher la ferritine pour essayer de traitement parce que je ne vais pas faire une petite élévation de la ferritine. C'est normal, j'allais dire. C'est normal qu'il y ait une élévation de la ferritine. Quelle fréquence? Une fréquence rationalisée, s'il vous plaît, en fonction de toujours le jugement clinicien, l'évolution de la clinique et surtout en fonction de la cinétique. Je ne demande pas la ferritine chaque jour parce qu'elle ne va pas changer. Vous nous faites justement pour les laboratoires, je vais être entre parenthèses, c'est de l'argent qui rentre, mais dans une période Covid, c'est la rationalisation de l'utilisation des réactifs. Rôle de prestation, conseil du biologiste médical doit faire partie intégrante des recommandations clinico-biologiques des sociétés savantes. Je sais que pour la Société française de biologie clinique, j'ai trouvé qu'il y a un groupe de travail sur les marqueurs biochimiques de la COVID-19, mais je n'ai pas trouvé de recommandations particulières. Par contre, et là j'ai une pensée pour la présentation de la conférence sur les valeurs de référence avec laquelle l'orateur nous a fait partager l'expérience canadienne. Alors là, j'ai trouvé ces recommandations de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, Québec 2020. Et là, ça vraiment, je vous laisse méditer. Donc, tout est allumé. Donc, vous avez 3 catégories de voyants. Et ce qui est vert, ça veut dire que c'est perturbé, mais je peux agir. Ce qui est orange, ça veut dire que de toute façon, c'est augmenté, c'est perturbé. Ce qui est en rouge, il ne faut pas faire. Et vous voyez, c'est l'interleukine 6 qu'il ne faut pas faire, quel que soit le statut. Et voilà, donc et c'est subdivisé en fonction de admission à l'urgence, hospitalisé, réa ou pas réa. Donc réa, on gère les patients réa, c'est la gestion quel que soit Covid ou pas. Mais lorsque le patient n'est pas hospitalisé en réa, donc une réflexion et on essaie de choisir le paramètre le plus pertinent dans l'intérêt d'une prise en charge correcte et justifiée. Et je vous remercie. Merci, professeur Sana Bouhassein, pour cette brillante communication. Je passe tout de suite la parole à la salle pour poser des questions sur les 3 interventions du professeur Marham pour le point de vue de l'infectiologue.